à toutes et à tous, chers amis, les voyageurs. Sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de faire apparaître à l'écran cet invité qui n'est plus du tout un invité mystère, un autre Frédéric, vous en avez deux pour le prix d'un. Je parle bien sûr de Frédéric Lenoir. Bonsoir, cher Frédéric. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Tant bien évidemment, tu te doutes bien que nous allons parler de cet ouvrage magnifique. Oui. Merci de l'avoir écrit. Je pense que pour nombre de thérapeutes dont je fais partie, c'est un éclairage formidable de cette pensée très vaste que nous allons tenter d'aborder ce soir. Pour commencer, ouais, j'aime bien se poser cette question de savoir ce que tu fais concrètement dans la vie et sans que tu aies à répondre par les étiquettes je suis sociologue, je suis philosophe, je suis écrivain. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie si tu devais commencer peut-être cette phrase par un truc, tu sais, comme j'aide les gens à ou un truc comme ça. Il n'y a pas trop d'autres, il y a pas d'autres pièges après, je te rassure. Non, mais j'essaie de vivre, tout simplement. C'est-à-dire, j'apprends à vivre. J'apprends à vivre et j'essaie d'aider les autres à vivre mieux en tenant compte de mon expérience de la vie. Voilà, donc moi, pour moi, la vie, c'est un champ d'expérience. Et donc, je pense que ce qui est passionnant sur Terre, c'est la découverte, c'est l'approfondissement, c'est l'intensité qu'on peut mettre dans chaque petite expérience du quotidien. Et ça me réjouit quotidiennement. Est-ce que ça sous-entendrait qu'il faut, j'aime pas les il faut, mais il serait bon de d'éprouver de l'émotion dans les petites choses de la vie pour que Ah ça vienne oui, nous impacter? oui, je dirais des sensations déjà. Moi, j'essaye de plus en plus à vivre avec mes cinq sens très ouverts, très en alerte. Donc, quand je me promène, ben, je suis sensible aux odeurs, à ce que je vois, à ce que je ressens. J'essaye d'être vraiment de vivre, et puis c'est valable pour tout, hein. Quoi qu'on fasse, hein, quelle que soit l'expérience, de vivre avec nos cinq sens vraiment en éveil. Et puis, à partir de là, ben, il y a des émotions qui peuvent surgir, les accueillir et puis aussi des pensées, des idées qui peuvent venir. Donc moi, j'accueille de manière générale les choses qui viennent. J'ai appris, quand j'avais 20 ans, je voulais tout contrôler. J'ai appris à ne plus du tout chercher à contrôler les choses et à plutôt accueillir et puis vivre, comme le disait Montaigne, compenser la brièveté de l'existence par l'intensité que je peux Hmm. mettre dans chacune de mes expériences. Et donc, quand je danse, je danse. Quand je dors. Quand je mange et je fais pas deux choses en même temps. C'est une philosophie auquel bon nombre de voyageurs, d'ailleurs, euh, aimeraient vraiment pouvoir bénéficier dans leur quotidien. Est-ce que c'est difficile à faire, ça, dans une vie ou une société où tout va très, 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 très vite? Ah oui, c'est un acte de résistance. Ouais. Parce que moi-même, je suis entraîné par cette société, même si, alors du coup, faut poser des actes de résistance. Alors, c'est quoi? Pour moi, ça a été de quitter Paris déjà. Parce que si Hmm. on vit dans une grande ville comme ça, ben, on se laisse entraîner par le rythme. L'accélération des rythmes sociaux fait qu'il est très dur de résister. Alors que si vous, là, je suis dans une petite maison de pêcheur, dans un endroit complètement perdu au fin fond de la Corse, la première épicerie est à 20 kilomètres, c'est sûr que là, je suis pas dérangé. Je me Hmm. laisse pas entraîner, j'ai pas envie de regarder la télé. Les nouvelles ne m'intéressent plus. Enfin, vous voyez, du coup, on va vers des choses simples et essentielles. On cultive son jardin, on est avec ses animaux, on travaille, on lit, on écrit, on appelle des amis, on écoute de la musique, on regarde la mer, on médite, on prie. Et donc, c'est ces activités-là, mais je ne pourrais pas les faire si j'étais resté à Paris. Et donc, Hmm. le premier choix, c'est de choisir un lieu de vie où on peut échapper à la frénésie finalement ambiante. Et puis après, c'est aussi couper son portable quand on travaille, parce que sinon, ou qu'on veut profiter de la nature, si on est dérangé tout le temps, eh ben, on ne peut pas profiter effectivement de toute cette qualité de vie qui est là. Donc c'est un acte de résistance quotidien à plein de choses. Et c'est pas si facile, mais une fois qu'on l'a fait et puis qu'on est habitué, on peut plus s'en passer. Et après, c'est vrai que voilà, c'est devenu une seconde nature de vivre comme ça. Ce qui n'empêche pas que quand je
reviens à Paris quelques jours par mois ou plus longtemps pour la promo de mes livres, je me laisse avec plaisir aussi reprendre dans la frénésie citadine. Mais au bout de quelques temps, j'en peux plus. Hmm. En t'écoutant, j'étais en train de me dire que tu ferais un excellent hypnothérapeute, puisque c'est vrai que c'est une des approches qui vise justement à systématiquement faire prendre conscience à l'autre l'univers du VACOG, quoi. Hein. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens, pour en faire quelque chose, bien évidemment, mais j'étais assez hypnotisé par ce que tu étais en train de dire, mais sûrement aussi en faisant un peu de projection sur toi et une sorte d'idéal paternel dont on va parler d'ailleurs. Je voudrais pas faire mon Freud, enfin mon Jung à ton égard, mais il y a un peu de ça quand même. Alors, pour la petite anecdote, cet ouvrage, Jung, un voyage vers soi, figure-toi qu'il a fait 15 000 kilomètres en une semaine, puisque je l'ai emmené avec moi en République dominicaine en début d'année. Et il sent un petit peu les bonnes odeurs de là-bas. Et il doit rester un petit peu de sable à l'intérieur, tu vois, en matière de VACOG, je ne peux pas faire mieux. Merci vraiment de l'avoir écrit, cet ouvrage. J'ai jamais vu un livre aussi référencé, concernant Jung en tout cas. Combien de temps ça te demande, toi, d'écrire un livre? Alors, tu en as déjà écrit une cinquantaine, j'imagine que on est un peu chevronné, mais un livre comme ça, qui est un sacré boulot, ça t'a demandé combien de temps? En fait, tout dépend de ce qu'on appelle écrire un livre. Jung, je le connais depuis l'âge de 16 ans. Donc, Mhm. ça fait très longtemps que je fréquente Jung. Et donc, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je l'avais déjà en tête, le livre. Donc, ce qu'il me Mhm. fallait faire simplement, c'est reprendre toute ma bibliothèque, puis aller chercher les citations de Jung. Mais ça m'a pris 6 mois. Mais si j'avais pas connu Jung depuis longtemps, ça m'aurait pris 2 ans. Donc, en fait, c'est simplement que quand on travaille sur quelqu'un qu'on connaît bien, ça va beaucoup plus vite parce que tout est déjà digéré et qu'il s'agit simplement après, c'est le travail quotidien d'écrire ces 5, 6 pages par jour avec un plan, etc. Mais je dirais que les idées, je les avais déjà. Parce que Jung m'inspire depuis très longtemps et que même si c'est un auteur très complexe qui a une écriture difficile, hein, il faut savoir que Jung, c'est comme Spinoza. J'ai Mhm. fait un livre sur Spinoza, c'est deux auteurs très difficiles à lire mais une fois qu'on est rentré dedans et dans leur logique, Jung, il n'a pas du tout une pensée, d'ailleurs, il n'a pas une pensée logique, il n'a pas une Mhm. pensée linéaire, il n'a pas une pensée scientifique classique, il a une pensée circulaire, à la chinoise. Et donc, d'ailleurs, il est passionné par le taoïsme et tout, il a une pensée chinoise, donc il est plutôt dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche, c'est-à-dire qu'il passe sur quelque chose, il va sur autre chose, il fait une parenthèse, il revient. Au départ, on est complètement déstabilisé, puis à la fin, on voit qu'en fait, ce sont des couches successives qui s'enrichissent. Et il reprend son propos à la fin du livre qu'il avait abandonné 200 pages plus tôt. Mhm. Et donc, ça déstabilise un tas de gens. C'est pour ça que Jung n'est pas enseigné à l'université. En tout cas, en France. Aux États-Unis, c'est une star. Mais en France, il n'est pas enseigné parce qu'on le trouve absolument illogique, confus, mystique. Et en même temps, c'est ce qui fait toute la richesse de sa pensée. C'est que c'est une pensée symbolique, pleine de sens, mais qui n'est pas exposée de manière très accessible et très linéaire. Donc j'avais envie de mettre un peu d'ordre dans tout ça et donc d'essayer de synthétiser l'essentiel de sa pensée pour des gens qui sont habitués à lire des livres avec un plan plus linéaire, quoi, une pensée qui avance, qui chemine avec voilà donc c'était passionnant à faire, pas toujours facile parce qu'il y a des fois j'ai vraiment eu des os difficiles à ronger, mais je suis très content de voir que le livre touche beaucoup de gens et que plein de Ouais. gens à la fois découvrent Jung, d'autres l'approfondissent. Je rencontre des grands spécialistes de Jung qui vraiment ont aussi apprécié le livre, donc ça me fait vraiment plaisir son accueil. Comment tu as fait, toi, pour échapper justement à la pensée tu l'as dit, hein, dans les facs de psycho, on enseigne plutôt avec une vision freudienne, voire lacanienne, pour laquelle je suis relativement hermétique. Je comprends un peu rien, à vrai dire. Non, mais Freud, personne ne oui, comprend rien à Lacan. donc c'est normal. Oui, parce qu'il aimait être incompréhensible, donc il jargonnait tout le temps. Bah, ça marche plutôt bien. Et comment toi, tu as réussi à échapper, ou pas d'ailleurs, à cette pensée un peu universelle ou des facs de psycho, quoi. Comment tu es Alors arrivé moi, à...
à Je ça? n'ai pas fait d'études de psychologie. J'ai fait des études de philosophie et de sociologie, donc jusqu'au doctorat, mais je n'ai pas été en fac de psycho. Mais cela dit, je sais très bien ce qu'on enseigne en fac de psycho. Bien sûr, bien sûr. Euh, voilà, parce que j'ai plein d'amis psychologues, psychanalystes. Donc en fait, d'ailleurs, moi, ma formation philosophique et sociologique m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire le fait que même si c'était un moule, hein, c'est un moule universitaire, mais ça m'a quand même structuré. C'est-à-dire que ma pensée, c'est vraiment structuré à travers, je dirais, une exigence, une rigueur universitaire qui des fois est très pointilleuse, mais ça oblige à un effort de la pensée, une rigueur dans la recherche, toujours chercher ses sources, etc. Bon. Et donc j'ai gardé cette rigueur. Puis après, je m'en suis libéré pour adopter un style beaucoup plus fluide et pour populariser finalement la philosophie, mais aussi la psychologie, l'histoire des idées, etc. Je m'intéresse à tout. Donc j'ai pris beaucoup de liberté. Je suis un peu un disciple d'Edgar Morin, qui était d'ailleurs dans mon jury de thèse. C'est-à-dire, je pense que je suis pour la transversalité et je crois que dans un monde complexe, on ne peut pas aborder sérieusement une question sans toucher à la psychologie, à la sociologie, à l'histoire, à l'anthropologie, à la philosophie. C'est-à-dire, toutes les sciences humaines sont nécessaires pour comprendre la complexité d'un sujet. Par exemple, là, mon prochain livre je suis en train d'écrire, c'est sur le désir. Donc le désir, c'est un thème universel, mais pour en parler, eh ben, je suis obligé de parler d'anthropologie avec René Girard, de philosophie avec Platon et Spinoza, de sociologie sur aujourd'hui comment le marketing utilise le désir, etc. Donc il faut utiliser toutes les ressources de la pensée pour aborder la complexité d'un sujet. Est-ce que le livre que tu es en train d'écrire, c'est celui-ci qui t'a donné l'envie d'écrire celui-ci, avec notamment tout l'aspect de la pulsion de vie, du désir, qui était très restreint visiblement chez Freud et beaucoup plus dans l'ouverture chez Oui, Jung? alors Est-ce c'est qu'il y ça, a... c'est un paradoxe extraordinaire. Je fais une parenthèse qui me fait rire. C'est que Freud, qui ramenait tout à la sexualité, en fait, était très austère dans sa vie personnelle, alors que Jung, qui a dit à Freud, mais non, faut pas tout ramener à la sexualité. Il y a aussi la spiritualité, le sens. Lui, alors, il avait un tas de maîtresses. Et donc, c'est Ouais. ça qui est très curieux, c'est que l'un qui avait une vie sexuelle très limitée ramenait tout au sexe, et l'autre qui avait une vie sexuelle plutôt débordante disait le sexe, c'est pas si important que ça. Et c'est très intéressant. Alors, c'est pas Jung qui m'a donné envie d'écrire sur le désir, c'est plutôt Spinoza. Lorsqu'il y a 5 ans, j'ai publié le Miracle Spinoza pour expliquer la pensée de Spinoza, ce qui est au cœur de la pensée de Spinoza, c'est le désir. Il nous dit le désir, c'est l'essence de l'homme, c'est le moteur de toutes nos existences. Et je me suis dit, tiens, un jour, je creuse cette question-là, parce qu'effectivement, ça mérite, c'est un sujet qui mérite qu'on fasse un vrai livre dessus. Ça touche à tout. Ça touche aussi bien à la société consumériste dans laquelle on est, ça touche à l'histoire de la philosophie. Enfin, il y a plein de choses à dire sur l'action du désir. Et puis, je ne connais pas de livre vraiment synthétique comme je l'ai fait sur ce sujet-là. Donc, c'est ça. Et puis, c'est aussi Bergson, puisque tu parlais tout à l'heure de pulsion de vie. J'aime beaucoup Bergson. Et Bergson, c'est l'élan vital. Ouais. Et l'élan vital, c'est une autre manière de parler du désir. Absolument. Alors, peut-être ma pensée va aller un peu dans tous les sens, mais j'essaie de prendre des éléments de ce Tu que vois tu que nous c'est dis. très jungien. Oui, il me semblerait, mais en fait, il y a tellement de choses qui... Mais je suis un passionné, alors dans ce que tu dis, j'aurais envie de parler de tout, évidemment, mais c'est un exercice difficile à chaque fois. C'est un parti pris de prendre un bout. Bien Euh, sûr. est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui qu'on est dans une société, on dit souvent en psychothérapie, ou les psys ont tendance à dire qu'on crée une société plutôt de borderline, avec beaucoup de gens, c'est vrai, qui s'appuient sur des étayages, sur des gens assez dépendants à des tas de trucs, euh, aux gens, à des substances, aux mots, au téléphone, etc. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que voilà, cette société, elle se construit un peu comme ça? Ben, dans ta question, il y en a 10. Oui, ah bah Donc, alors là, pardon, c'est une de mes spécialités. Débrouille-toi. non, mais ce qui est vrai, je retiendrai un aspect. Ce qui est vrai, c'est que il y a de plus en plus de gens qui ont des addictions, et des addictions, pas uniquement évidemment à l'alcool, aux drogues et tout, mais des addictions au téléphone portable, aux réseaux sociaux. Et donc, je crois qu'on est dans un monde où il y a de moins en moins de liberté.
C'est ça qui m'inquiète. Et notamment chez les enfants, chez les adolescents, chez les jeunes, leur marge de liberté diminue considérablement parce qu'ils sont totalement addicts à un tas de choses. Ils sont addicts aux marques, au regard des autres, enfin plus sans doute qu'on pouvait l'être dans ma génération. Et donc, oui, je m'inquiète de ces formes d'addiction qui fait qu'ils sont addicts, tu sais, à quoi la plus grosse addiction, c'est à la dopamine. La dopamine, c'est cette substance chimique que nous avons, que nous sécrétons d'ailleurs assez naturellement, qui nous donne du plaisir. Et les jeunes recherchent tout le temps de la dopamine, à sécréter de la dopamine. Et pour ça, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps dans la recherche d'expériences fortes, Ouais. de nouveautés. Et les réseaux sociaux créent ça. Ils créent de l'addiction parce qu'ils t'envoient en permanence des likes, des notifications, des machins. Et donc, ça te met à nouveau dans un état d'excitation. Donc, ce que recherchent aujourd'hui les gens, c'est l'excitation. L'excitation à travers un shoot de dopamine. Il y a un très beau livre d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Le bug humain. C'est un neuroscientifique qui explique à quel point eh ben, c'est cette recherche permanente de dopamine qui fait qu'on est en train de détruire la planète, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de consommer toujours plus, d'avoir toujours plus de renouvellement, d'intensité d'expérience, parce qu'on ne sait, enfin, pas d'intensité, mais d'expérience nouvelle, parce qu'on ne sait pas savourer ce qu'on a déjà. Tu sais, Saint-Augustin disait il y a bien longtemps, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Et ben, tu sais, si on vivait ça aujourd'hui, la société de consommation, elle s'arrête tout de suite. C'est sûr. Ça me fait penser aussi d'un point de vue plus dans le fonctionnement psychique, que plus on interdit, plus il y a des règles, plus le surmoi est imposant, Oui, hein, et plus à ça près en plus qu'on ait une pulsion de vie qui soit pas extraordinaire, et plus on a du mal à se sentir vivant, quoi. Plus le moi est atrophié ou est troué, ou on est vraiment dans des blessures extrêmement narcissiques là, dans ce que tu nommes là, hein. Si je dois me sentir vivant grâce à des shoots ou grâce à des likes ou à je sais pas quoi, oui, c'est quand même, triste. c'est super Oui, triste, il y ouais. a une perte de l'élan vital, exactement. Et donc, Pardonner. on ne trouve plus l'élan vital à l'intérieur de soi, on le recherche à travers des sollicitations extérieures. Et c'est ça, pour moi, qui fait que plein de gens sont pas heureux. C'est qu'on sait tous, si on a un peu vécu, que le bonheur, il est à l'intérieur de nous, dans notre capacité à trouver de la joie dans tout, finalement. Et que si on a besoin que les choses, que le plaisir, la joie viennent toujours de l'extérieur, par un renouveau permanent de la sollicitation et tout, finalement, on a des petits plaisirs, on n'a plus de grande joie, et puis c'est épuisant, c'est psychiquement épuisant. Donc, je crois que beaucoup de gens sont presque tout le temps en burn-out parce que justement, ils ont des vies trop trépidantes, ils veulent tout faire. Donc, on est quand même dans un monde très particulier. Enfin, toutes les époques ont leurs difficultés, mais la nôtre, c'est ça. Je pense que la nôtre, c'est cette addiction permanente et qui fait qu'on fait 10 choses à la fois et qu'on savoure plus rien. Et puis un jour, le corps dit stop. Ah, oui, tout à fait. C'est ça, D'où en plein de fait. maladies psychosomatiques. Exactement. Mm. Exactement. Moi, je suis convaincu que plein de maladies modernes, contemporaines, viennent de ça. Ouais, Euh, et que c'est pas, y a rien, c'est pas une médecine traditionnelle. Enfin, c'est pas la médecine qui va guérir ça, c'est la psychologie. ouais. Donc, il faut vraiment travailler sur soi. Et d'ailleurs, Jung disait que les choses qui menacent l'homme, c'est pas les épidémies, les virus, les tremblements de terre, les machins. Il dit c'est les épidémies psychiques. Mm. Euh, il a tout à fait raison. C'est le dérèglement de la psychologie qui fait qu'on est menacé véritablement. Depuis toutes ces années où tu as pris le temps de cerner ce personnage, qu'est-ce qui t'a le plus euh, surpris, je ne sais pas si le terme est juste, mais dans cette personnalité complexe, hein, quand même, Très, très le complexe. plus surpris dans cette personnalité? Eh bien, en fait, il est paradoxal. C'est quelqu'un qui est tissé de paradoxes. Et donc, à la fois, il est très attachant, il est très antipathique, les deux à la fois. Il pouvait être très dur avec les gens. Il pouvait avoir un côté cassant, ironique, même avec des proches, hein, les renvoyer. Bon. Et puis, à côté de ça, il était d'une patience infinie envers ses malades.
Et donc, il pouvait passer, il y a des malades qui débarquaient chez lui, des gens qui étaient vraiment très, très dérangés, qui débarquaient le dimanche à 15 heures pendant le repas familial, et il prenait du temps avec eux parce qu'il ne voulait pas les éconduire. Mais à côté de ça, il pouvait rembarrer son beau-frère ou un autre collègue de manière très brutale. Donc, voilà un exemple de ces paradoxes. Mais il y en a beaucoup. Hein. C'est aussi toute la question avec le judaïsme. C'est que par certains endroits, il était entouré de juifs, la plupart de ses disciples étaient juifs, il a soutenu Freud qui était méprisé parce qu'il était juif, parce qu'il pensait que c'était un génie, etc. Puis à d'autres moments, il a écrit des phrases presque antisémites. Donc il est tissé de paradoxes et dans tous les domaines, il est un peu comme ça. Et donc il est très dur à cerner, Jung. C'est quelqu'un d'extrêmement dur à cerner. Une seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est un génie absolu. Et comme tous les génies, ils sont un peu déséquilibrés. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part en eux qui n'est pas très voilà, rationnelle. Son génie vient aussi de son déséquilibre. Donc voilà, c'est pas un homme. Alors ça, c'est très différent de Spinoza. Alors que Spinoza, qui est aussi très génial, est un homme extrêmement équilibré. C'est un homme qui était tout le temps d'humeur égale. C'est un sage parfait, Spinoza. Il a vécu très sobrement, il savait se maîtriser dans tous les domaines et en même temps il était joyeux, il était affable, etc. Donc les gens font portrait de lui d'un sage. Alors que Jung, bah, pas du tout. C'est un bon vivant, il croquait la vie à pleines dents et puis avec des côtés voilà, désagréables et puis des côtés charmants. Donc c'est un personnage paradoxal, un peu comme sa pensée qui est très paradoxale et complexe. Mais est-ce qu'on ne doit pas justement cette pensée-là, cette auto-analyse qu'il a su faire de lui pour être, de mon point de vue, en tout cas, un des précurseurs du regard de l'individu à travers ses parties. Tu as employé ce terme-là, cette part de lui. Moi, j'aime beaucoup cette vision-là, hein, qu'Assia Jolie aussi a eu, bien sûr, un petit peu plus tard, mais cette vision de cet œuf avec à l'intérieur de multiples sous-personnalités que nous avons, avec de la lumière, de l'ombre. Enfin, moi, je trouve ça assez formidable et hyper. Qu'est-ce que ça fait du bien, en fait, de savoir que nous ne sommes pas notre problème, il y a une part de nous qui a ce problème, nous ne sommes pas de notre noirceur, il y a une part de nous qui est noire, c'est tout, quoi. Ouais. Et Jung assumait très bien ça. Ouais, C'est-à-dire visiblement. quand il faisait des conneries, il disait bah oui, c'est une part de moi. Voilà. C'est ça, ouais. Il était très à l'aise avec ça. Il y a eu des polémiques très fortes sur sa vie et tout, et il vivait très bien avec ça en disant oui, effectivement, si je regarde ma vie, j'ai fait des conneries et tout, mais je les ai fait aussi parce que j'avais cette espèce de passion, d'intensité, et il regrettait rien finalement. En disant ben voilà, c'est parce que j'avais aussi cette entièreté qu'il a commis des choses ou dit des choses qui n'étaient pas justes ou eu des actes. Et donc, il l'assumait. Et d'une certaine manière, c'est une forme de sagesse. C'est vrai. Nul n'est parfait. Et puis, alors, Jung parlait très, très bien alors là, vraiment, un des points les plus forts de sa philosophie, c'est les contraires, c'est les polarités. C'est-à-dire que toute sa psychologie est tendue vers cette idée majeure que le sens de la vie humaine, c'est d'intégrer nos différentes polarités. Et qu'on ne peut progresser psychiquement, se réaliser, s'accomplir. C'est le père de l'accomplissement personnel. Donc, il est le père du développement personnel, de la psychologie positive, etc. Parce qu'il nous dit la thérapie, la psychologie, ce n'est pas uniquement pour guérir des blessures du passé, c'est aussi pour grandir, pour s'accomplir, pour grandir en humanité, pour devenir parfaitement un individu singulier. Et donc, tout ce cheminement-là, il nous dit ça se fait à travers l'alliance des polarités. Il faut réunir les contraires. Et je vais prendre quelques exemples. Il nous dit au fond, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on deviendra lumineux, c'est en traversant ses propres ténèbres. C'est parce qu'on a des ténèbres qu'on peut devenir lumineux. Mais quelqu'un qui n'a pas traversé ces ténèbres, qui n'a pas visité son ombre, qui n'a pas découvert tout ce qu'il avait en lui de problématiques et qui ne l'a pas traversé, sublimé, dépassé, eh ben, c'est quelqu'un qui ne sera jamais lumineux. Et donc, il nous dit les gens, les plus belles personnes, ce sont des personnes qui ont traversé tout ça. Et on le voit très bien dans la vie. Et Oui. donc, au fond, ben c'est vrai. Regarde les gens qui sont les résilients de manière générale, sont les gens les plus beaux. Les gens qui ont traversé des épreuves, les gens qui se connaissent, qui ont surmonté leurs propres démons, qui ont traversé les enfers de leur passion, qui les ont surmontés, plutôt que les gens qui n'ont rien vécu, qui ont peur, qui verrouillent tout en eux. Et donc là-dessus, je pense que Jung, il a compris une chose essentielle, c'est que d'ailleurs la conscience ne peut pas progresser
s'il n'y a pas d'opposé. Prenons un exemple. Nous avons conscience de la beauté de la lumière parce qu'il y a la nuit. Nous avons conscience du bonheur parce qu'on a fait l'expérience du malheur. Quelqu'un qui n'a jamais été malheureux ne sait pas ce que c'est que le bonheur. Il ne comprend pas. Mais si le premier jour où tu deviens malheureux, tu comprends ce que c'était que le bonheur. C'est pour ça que Peggy nous dit j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. C'est-à-dire, c'est lorsque le malheur arrive qu'on comprend qu'on était heureux, mais on ne savait pas ce que ça s'appelait le bonheur. On ne peut comprendre le bien que parce qu'on fait l'expérience du mal. On n'aurait aucune conscience de la beauté, du bien et de la bonté s'il n'y avait pas le mal et la méchanceté. Aucune conscience. On ne peut savourer la vie pleinement que parce qu'on va mourir. Et donc, la vie, la mort, le jour, la nuit, le malheur, le bonheur, le beau, le laid, tout ça fonctionne ensemble. Et donc, il faut, au lieu de rejeter le lait, le malheur, le mal, la nuit, eh ben, il faut les intégrer parce que sans eux, on ne pourrait pas comprendre leur opposé et du coup, on ne pourrait pas grandir en conscience et apprécier la vie comme elle est. Et donc, c'est pour ça que cette idée majeure, et elle va à contre-courant de toute la tendance actuelle manichéenne, il faut éradiquer le mal, etc. Non, il faut l'intégrer et le transmuter. Donc, c'est un alchimiste, Jung. Il ne rejette rien. Il dit tout doit être transmuté. Et c'est pour ça qu'il a consacré 15 ans de sa vie à étudier l'alchimie, parce qu'il nous dit les alchimistes du Moyen-Âge et de la Renaissance, au fond, ils faisaient de manière physique quelque chose qui se passait dans leur esprit. C'est la transmutation intérieure qui était exprimée à travers la recherche de la transmutation du plomb en or. Alors, aucun alchimiste n'a transformé le plomb en or, mais c'était une métaphore, une symbolique de ce qu'ils vivaient intérieurement, c'est-à-dire une transmutation de leur part d'ombre en lumière. Merci de reprendre tous ces éléments qui sont essentiels pour, de mon point de vue en tout cas, parvenir à se désamalgamer justement de nos parts dites d'ombre en osant aller les rencontrer, quoi, de les écouter, Oui. voir ce qu'elles ont à nous dire. De toute façon, comme je dis souvent à mes consultants, si elles se présentent, il y a plutôt intérêt d'ouvrir la porte parce qu'elles viendront par la fenêtre, elles se manifestent de toute façon, donc il y a plutôt intérêt d'aller les rencontrer. Est-ce que c'est ça aussi, ou ce que tu nommes, hein, ce travail, cette réconciliation des contraires, ça fait partie du processus d'individuation qui est un des... Oui. Peut-être une des pensées... je ne suis pas assez connaisseur, mais de mon point de vue, de ce que j'en ai étudié, c'est fondamental, quoi, le processus d'individuation chez Jung. On ne peut pas passer à côté. Est-ce que ce principe, justement, de réconciliation des contraires en fait partie ? Ah, complètement. C'est Complètement. même le moteur. C'est Ouais. peut-être la partie la plus importante. En fait, c'est quoi le processus d'individuation? À ne pas confondre avec le processus d'individualisation. Puisque l'individuation, c'est l'inverse. L'individualisation, c'est se couper des autres, hein, c'est penser qu'à sa pomme. Alors que l'individuation, c'est devenir pleinement soi-même pour être mieux relié aux autres. Et l'individuation, pour Jung, c'est devenir l'individu unique, singulier que je suis. Mais je ne le suis pas pleinement parce que je suis parasité par les croyances que j'ai reçues enfant, les injonctions que j'ai reçues, la culture, la religion, enfin, tout ça m'a, entre guillemets, plus ou moins pollué. Et donc, il faut que je redécouvre mon essence personnelle, qui je suis en tant que Frédéric Lenoir, Frédéric Barbet, qui je suis et quelle est mon essence profonde. Et pour ça, il faut faire plusieurs choses, donc intégrer les dualités, c'est ce que je disais tout à l'heure, les polarités, intégrer son anima et son animus, c'est-à-dire pour les hommes, leur anima, c'est leur part féminine, pour les femmes, l'animus, c'est leur part masculine. Et là, Jung est très révolutionnaire parce qu'il parle de ça il y a 100 ans. Et la théorie des genres est très récente. Et donc, déjà, il nous dit, il y a du masculin chez les femmes, il y a du féminin chez les hommes. Et donc, c'est pas choquant qu'un garçon ait des émotions et qu'une femme ait envie de diriger une entreprise. Ça n'a rien de choquant. Ça fait partie de ces différentes sensibilités qui sont différentes selon chaque individu d'ailleurs, et qu'il ne faut pas figer les choses. Il faut également traverser son ombre. Alors ça, on en a un peu parlé, c'est-à-dire assumer sa part d'ombre. Et puis, un des éléments très intéressants du processus d'individuation, c'est faire tomber la persona. Alors la persona, c'est le masque qu'utilisaient les acteurs dans le théâtre grec pour que de loin on puisse voir un peu le caractère du personnage qu'il représente. Donc si c'est un personnage joyeux, il avait un très gros masque où on voyait quelqu'un sourire. Si c'est un personnage triste, on voyait quelqu'un triste, quelqu'un de méchant avec des traits méchants. Et la persona, c'est l'image qu'on veut donner aux autres.
Et donc, Jung nous dit, ben, on a tous une persona. C'est-à-dire qu'on a besoin, d'ailleurs, des fois professionnellement, hein, d'avoir une persona. Si vous êtes médecin, il faut que vous donniez le sentiment à vos patients que vous savez. Voilà. Si vous dites, vous savez, j'ai des doutes, il va être très inquiet. Si vous êtes policier, il faut que vous donniez une image d'autorité. Si vous êtes infirmière, de bienveillance. Donc, chacun doit donner une image qui répond à une fonction. Mais le problème, c'est qu'après, il ne faut pas s'identifier à cette image. Et donc, il s'agit d'avoir peut-être une persona professionnelle, mais pas personnelle. Et le problème, c'est que beaucoup de gens finissent par se croire l'image qu'ils veulent donner aux autres. Et c'est pour ça que ça crée de la souffrance, de la névrose, etc. Donc, pour faire ce processus d'individuation, il faut faire tout ça. C'est toutes ces étapes et ça se fait à travers un dialogue du conscient et de l'inconscient, notamment par l'étude de ses rêves. Jung a beaucoup, à la suite de Freud, hein, Jung a beaucoup parlé des rêves. Et pour lui, c'était un des éléments clés puisque l'inconscient nous parle à travers les rêves et nous indique notre ombre, notre persona, etc. Et donc, il est très important d'écouter ces rêves, de les noter ou de les enregistrer aujourd'hui, c'est plus facile pour beaucoup de gens, et puis d'essayer de dialoguer avec eux, de comprendre quel message ils nous disent, parce que notre inconscient veut nous dire quelque chose et nous avons comme ça à rendre conscient tout un certain nombre de choses qui sont dans l'inconscient. Donc le processus d'individuation, c'est le cœur de la pensée jungienne. C'est un voyage intérieur, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre un voyage vers soi. Ça répond à la question du processus d'individuation. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai failli écrire un voyage vers soi avec un S majuscule, effectivement, parce que d'ailleurs, j'aime beaucoup ce petit schéma que tu as mis dans ton bouquin. Ouais. C'est vraiment ça. Hein, il était fan des mandalas, d'ailleurs, Papy Jung. Oui. Alors, Jung était un fan des mandalas. Il peignait des mandalas. Il s'inspirait des mandalas tibétains. Et j'ai eu l'idée de représenter le processus, parce que le processus d'individuation, c'est très complexe dans l'œuvre de Jung, sous la forme d'un mandala, c'est-à-dire un cercle avec un centre. Le centre, c'est le soi. Il s'agit de révéler le soi. Et puis, au fond, pour faire le processus d'individuation, on utilise des langages. C'est les symboles, les archétypes, les images, les mythes. Et puis après, pour aller vers le soi, eh bien, il faut réconcilier les contraires, intégrer son ombre, enfin tout ce que j'ai dit. Et donc, j'ai mis tout ça en place sous la forme d'un dessin et du coup, on comprend beaucoup mieux. Parce que sinon, c'est très complexe, hein, le processus d'individuation. Donc voilà, j'essaye de rendre les choses le plus accessible possible, y compris à travers les dessins. Il semblerait que ce soit une de tes qualités dans tous tes ouvrages. Mon épouse disait tout à l'heure, elle écrivait dans le chat que tu paraissais sensible, simple et doux. Est-ce que tu te reconnais dans ces aspects? Ça me fait plaisir. Merci à ton épouse, parce que ce sont des belles qualités pour moi, la simplicité, la douceur. Oui, ce sont des très belles qualités. Donc, si je les ai, tant mieux. Bah, visiblement. Et j'ai un copain qui l'a aussi ce soir, Arnaud, qui t'a rencontré dans un séminaire au mois de décembre, lors d'une dédicace. Et voilà, il partage aussi ça. Visiblement, tu prends du temps avec les personnes que tu rencontres. Oui, j'aime bien quand les gens font l'effort de venir à une conférence ou un séminaire. Je trouve ça normal de prendre un peu de temps pour chacun. Ceux qui viennent vous voir pour les dédicaces, j'essaie de ne pas faire ça à la chaîne et d'avoir une qualité de présence et d'attention à chacun, ça me paraît la moindre des choses. Avec 7 millions d'ouvrages vendus, moi je crois que je me la pèterais un petit peu plus. Qu'est-ce qui fait que tu te la pètes pas? Je pense que c'est la vie spirituelle. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je mène une vie spirituelle, que je prie, que je médite, que je me sens relié à quelque chose qui me dépasse. Et du coup, je sais que je suis pas grand-chose, quoi, d'une certaine manière. Je me prends pas pour un dieu. Je me prends pas pour un génie. J'essaye de rester à ma place. Je sais que j'ai reçu des talents notamment de transmetteurs, hein, d'éveilleurs, d'éclaireurs. Mais j'ai pas inventé la poudre non plus. Et puis, je me dis, ces talents-là, je les ai reçus, c'est pour en faire quelque chose, pour être utile. Donc, je vis, voilà, pour moi, les choses sont très simples. C'est vrai que j'ai jamais eu comment on appelle ça, la grosse tête ou des trucs comme ça. Mais bon, après, c'est aussi peut-être une question de. Alors, je dis c'est la vie spirituelle parce que c'est vrai que quand on a une pratique spirituelle très régulière, quelque part, on s'observe. Et donc, on voit très, très bien, dès qu'il y a un peu d'orgueil qui apparaît, de vanité, ça apparaît tout de suite. Et du coup, on n'est pas du tout. Que je vois certains amis qui sont des intellectuels très connus, mais qui n'ont pas du tout de vie intérieure, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils sont tellement vaniteux qu'ils en deviennent bêtes.
C'est-à-dire Mm. on est mal à l'aise devant. Ah, il t'appelle pour te dire est-ce que tu as vu mes affiches dans la rue? Tu as vu, il y a des grandes affiches de moi. Mais on se dit, mais c'est pathétique d'appeler quelqu'un pour dire ça. Je veux dire, alors que le Mm. type est hyper connu. Donc voilà, ça, la vanité rend idiot. Et simplement, quand on a une vie intérieure, ben, on voit ça naître et du coup, on en rigole et on laisse ça de côté. Alors, des petites questions avec des petites réponses. Mais tu auras remarqué que je ne suis pas journaliste. Effectivement, je pose toujours des questions en tiroir. C'est l'enfer pour mes invités en général. Euh, Est-ce que tu crois à la médiumnité? Alors, oui, tout simplement parce que je connais quelques médiums qui m'ont sidéré. Et je vais te raconter une histoire très concrète. Un jour, j'étais chez mon frère dans les Alpes de Haute-Provence. J'étais en train de finir d'écrire un bouquin. Et puis, un matin, je me réveille, j'avais un genou bloqué. Et impossible de marcher. Il me dit, je connais une rebouteuse. C'est une paysanne très simple, à 10 km d'ici, je t'amène. Il m'amène, prend rendez-vous, elle me reçoit dans une pièce, vraiment, vraiment la petite ferme de campagne, la grosse paysanne typique. Et elle commence à me magnétiser le genou, puis je sens des picotements, tout ça. Puis à un moment donné, elle me dit, qui est Louis? Je me dis, mais quel rapport? Je lui dis, bah, je m'appelle Frédéric Louis. Elle me dit, mais pourquoi vous appelez Louis? Parce que je dis, mon parrain s'appelle Louis et mon parrain était décédé depuis 10 ans. Elle me dit, ben Louis est là. J'ai commencé à Louis est là. Ben, il est là, je suis médium, ben, je ne le savais même pas, je suis médium et il me parle et il me dit qu'il est très content que vous soyez là parce qu'il avait des choses à vous dire. Bon, là, je commence un petit peu bon, à me dire, bon, elle est peut-être un peu barrée, voilà, donc je suis un peu prudent et je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il me dit? Mais dubitatif, hein. Et là, elle me dit, bien en fait, il vous dit d'abord qu'il est très heureux là où il est, donc il était mort depuis 10 ans, parce que toute sa vie, il a été solitaire et qu'il a souffert de la solitude et que là, il se sent très relié, très entouré. Et c'est totalement vrai. Mon parrain, c'était mon parrain, Louis, il était célibataire toute sa vie et il a souffert de la solitude. Donc je me dis, mais elle ne peut pas savoir ça. Donc là, Mm. déjà, je commence à me dire, il se passe quelque chose. Et puis après, il raconte des choses, mais stupéfiantes, sur sa vie, sur ma vie, et disant que si je me suis bloqué le genou, c'est parce que je travaille trop et qu'il faut que je prenne le temps de vivre. Ça, c'était une leçon d'ailleurs. On parlait au tout début de la qualité de vivre. Voilà, il faut prendre le temps de vivre. Il me dit, la vie, ça passe très vite. Et quand on est dans l'au-delà, on n'a plus les fleurs, la mer, etc. Il faut en profiter à fond et savourer chaque minute, chaque instant, etc. Et puis à la fin, euh, il dit à la médium que j'habite en face d'une église, ce qui est totalement vrai. Et donc la médium me dit, il paraît que vous habitez en face d'une église, oui. Eh bien, vous devriez aller plus souvent prier dans cette église. Voilà. Donc là, voilà, je sais que la médiumnité, ça existe. Et donc, c'est aussi, et je pense que et ça, je l'ai pensé bien avant de connaître des médiums, je suis intimement convaincu que la conscience survit à la mort du corps. Mm. Et j'ai toujours eu cette intime conviction que notre conscience pouvait se séparer du corps et qu'elle est immortelle. Après, la question que je ne sais pas, c'est qu'est-ce qui se passe, où on est ce qu'on revient sur Terre ou pas. Je n'en sais rien et je vous dirai après ma mort. Mais par contre, j'ai cette intime conviction, qui n'est pas une certitude, mais cette intime conviction que la conscience peut se quitter le corps. Et je connais plein de gens qui ont fait des expériences comme ça, où la conscience quitte le corps, ils vont se balader, ils vous racontent des choses, des phénomènes de mort imminente, etc. Donc j'ai entendu tellement de témoignages là-dessus qu'aujourd'hui, j'en suis tout à fait convaincu, ça ne m'étonne même plus. Donc oui, je crois à la médiumnité. Et Jung, d'ailleurs, Oui, non oui. seulement il croit, mais il a fait sa thèse de doctorat de psychiatrie sur le phénomène spirit, puisque sa mère, sa grand-mère, son grand-père étaient spirit. C'est-à-dire qu'il avait dans ses ascendances familiales des gens qui parlaient avec les morts. D'ailleurs, il a un grand-père extraordinaire qui, lui, la femme de son grand-père, son grand-père était pasteur protestant, et il était médium, et sa femme est décédée. Il adorait sa femme, il s'est remarié, mais une fois par semaine, il allait s'enfermer pendant quelques heures pour parler à son ex-épouse qui était morte. Et ça rendait jalouse sa nouvelle épouse, parce qu'elle continuait d'entretenir un dialogue avec son ex-épouse. Bon, Jung a assisté à tout ça enfant. Et donc, quelque part, pour lui, la médiumnité, c'était normal. Il était très intéressé par les phénomènes paranormaux et il cherchait une compréhension. C'est-à-dire pour lui, ça existait, il fallait comprendre pourquoi. Et donc, alors que Freud lui a dit, ça n'existe pas.
Ce sont des illusions, ce sont des psychotiques. Les gens qui vivent ça, c'est des psychoses. Et Jung dit, ben non, mon grand-père n'était pas psychopathe. Et donc, il a eu besoin de comprendre comment expliquer tous ces phénomènes de médiumnité, de voyance, de rêve prémonitoire, de synchronicité, de télépathie, de précognition, etc. Et il a fait un chemin extraordinaire dans ce domaine-là, puisqu'il a rencontré un grand physicien qui est Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli, c'est un des fondateurs de la physique quantique, et il a eu le prix Nobel de physique en 1945. Donc c'est un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Et c'est devenu un de ses patients. Pendant 25 ans, ça a été un de ses patients. Et pendant 25 ans, entre 2 séances de thérapie, ils ont élaboré une théorie psychophysique dans laquelle ils cherchaient à comprendre tous ces phénomènes. Et je vous la fais courte, j'en parle plus longuement dans le livre. En fait, leur idée, leur hypothèse, c'est qu'il existe un réel visible qu'on peut appréhender par nos 5 sens et par la raison logique. Et il existe aussi un réel invisible qui n'est pas de la surnature, c'est de la nature invisible. Et ce réel invisible, dans ce réel invisible, n'est pas limité par l'espace et le temps. Il est au-delà de l'espace et du temps, et on ne peut y avoir accès que par l'intuition et l'inconscient. Donc les rêves. Comment expliquer les rêves prémonitoires? Parce que l'inconscient se connecte à ce réel invisible qui connaît le futur. Puisque si on n'est pas dans l'espace-temps, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il y a tout est un seul instant. Et donc, à partir de ce moment-là, il nous dit tous les phénomènes dits paranormaux, voyance, précognition, télépathie, rêve prémonitoire, s'expliquent parce que dans ce monde de ce réel invisible, l'esprit et la matière sont totalement connectés, il n'y a pas de séparation esprit-matière, et il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et du coup, quand nous avons accès à ça, bah, c'est ce qu'on appelle un phénomène paranormal. Alors, il dit on ne pourra jamais le prouver, cette hypothèse, par les outils de la science, parce que les outils de la science sont liés à nos sens et sont liés à une raison logique qui est liée à l'espace-temps. Mais il dit, c'est une hypothèse qui explique absolument tous les phénomènes, et je pense qu'ils ont totalement raison. Même si on commence à pouvoir montrer un certain nombre d'éléments factuels sur l'énergie ou sur l'âme, puisqu'on sait aujourd'hui que l'âme a un poids quand on est capable de sortir de son corps et qu'on est capable de mesurer, c'est Nicolas Fraisse, hein, et puis d'autres expériences. La physique quantique. Ouais, c'est ça, exactement. La physique quantique, pourquoi Paoli s'est intéressé à toutes ces questions-là? Parce qu'il a fait une découverte fondamentale, c'est que l'esprit, la psyché de l'expérimentateur influençait l'expérience. Et donc, si vous preniez 2 expérimentateurs différents, il ne se passait pas la même chose au niveau de la matière. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'esprit et la matière totalement inexplicable. Et c'est ce qu'il a appelé la synchronicité. Et Jung lui a dit, mais moi, la synchronicité, j'y travaille depuis 30 ans. Puisque j'essaie de comprendre pourquoi, à certains moments, il y a des phénomènes psychiques qui sont reliés à des phénomènes physiques. Et on ne comprend pas la raison. Je vous donne un exemple très connu. Vous avez remarqué que sur la couverture de mon livre, il y a un scarabée. Et est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis un scarabée? Eh bien, j'ai mis un scarabée parce que Jung raconte qu'un jour, il avait une patiente dans son bureau qui raconte qu'elle a rêvé d'un scarabée doré. Et au moment où elle dit ça, il y a un scarabée doré qui rentre par la fenêtre, qui se pose sur le bureau. Et Jung a dit, bah, cette convergence étonnante de sens entre un événement psychique et un événement physique, c'est ce qu'il a appelé une synchronicité. C'est lui qui a inventé le nom, hein, une synchronicité. Et donc, il s'est passionné pour les synchronicités. Et quand il a rencontré Paoli, qui se dit, bah, moi, je m'intéresse à la même chose, la synchronicité entre l'esprit et la matière, ils ont travaillé ensemble pendant 25 ans. Et je pense que c'est une des plus belles avancées qu'on a pu faire dans la connaissance au cours des derniers siècles. Je comprends pourquoi on dit que c'est une star aux USA, hein, quand on voit. Oui. C'est un super précurseur du développement personnel. Enfin, c'est vraiment. Oui, du lien entre physique et psychologie, entre psychologie et spiritualité. Enfin, il a établi un tas de connexions. Merci pour toutes ces réponses très courtes, cher Frédéric Lenoir. Tout ça est très passionnant. Et puis merci aussi pour l'intime de cette histoire extraordinaire. Du coup, tu as aussi répondu à la question que je voulais te poser, c'est au fond, est-ce que tu as déjà vécu une expérience extraordinaire? Alors un peu par procuration finalement. En tout cas, un médium, voilà, c'est subjugant toujours ces espaces-là. Mais toi, est-ce que tu as assisté de tes yeux vus ou de tes mains ressenties à des expériences de type extraordinaire? Si tu veux y répondre, hein, tu n'es pas obligé. Tu parlais tout à l'heure de Nicolas Fraisse. Oui. Qui est cette personne qui
qui donc arrive à quitter son corps comme il veut et il va Ouais. se balader avec sa pensée où il veut. C'est un cas quand même tout à fait rare, hein. Et Ouais. donc, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré plusieurs fois. On est même devenus assez amis. C'est quelqu'un de formidable. Et pas du tout mystique, hein. Il a les pieds sur terre. Il est infirmier. Il était comptable. Il est devenu infirmier parce qu'il travaillé dans l'humain, mais il a tout à fait les pieds sur terre. Et j'ai assisté à une expérience, effectivement, où il se passait quelque chose dans une pièce et Nicolas, qui était dans une autre pièce, pouvait raconter ce qui se passait dans cette pièce. Et donc ça, j'ai assisté à cette expérience. J'ai voulu la faire, créer l'expérience avec d'autres personnes. Et je peux témoigner que son esprit était capable, sa conscience, de sortir de son corps. Hmm. Ça, c'est vraiment subjugant. Alors moi, évidemment, je crois à tout ça. J'arrive à faire des rêves extra-lucides, etc. Mais ça continue à vraiment à forcer mon admiration. Quand c'est un peu... c'est sur commande, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Pour le coup, ouais. Oui, chez lui, c'est ça. Alors que chez nous, ça arrive quand ça arrive. C'est On ça. peut faire des rêves extraordinaires, on peut des fois avoir des états modifiés de conscience. Lui, c'est vraiment, il est capable quasiment de maîtriser sa C'est ça. conscience et de l'amener là où il veut. Et d'ailleurs, il dit, bah, de temps en temps, ça pose des problèmes éthiques. Parce que, par exemple, bon, Oui. il est homosexuel et il dit, bah, je suis très jaloux de mon ami, je peux pas m'empêcher d'aller voir ce qu'il est en train de faire quand je suis pas avec lui. Il dit, bon, c'est pas bien, quoi. Mais voilà, c'est pas si simple, hein, d'avoir des dons comme ça. Et non, ça implique de grandes responsabilités, évidemment. Est-ce que tu aurais aimé avoir Jung comme thérapeute ou comme ami? Thérapeute, certainement, parce que milliers de patients, il a analysé plus de 80 000 rêves. Donc, c'est quelqu'un qui avait une expérience hors pair. J'aurais aimé dîner avec lui, oui, discuter, etc. Après, dans une amitié intime, au long terme, je pense que Jung était un type imbuvable. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, il avait un côté imprévisible, brutal, et je pense que ça n'aurait pas été un ami au sens, j'aurais été plus ami avec Spinoza, dont j'apprécie la douceur, la bienveillance, etc. Et donc, Jung, oui, certainement le rencontrer pour échanger des grandes idées. Après, dans l'amitié intime, je pense que je suis plus attiré par des gens comme Montaigne, comme Spinoza, qui sont beaucoup plus doux, qui sont des gens qui ont une sagesse de vie qui fait que j'aurais apprécié leur personnalité de manière, je dirais, plus forte que simplement admirer un génie. La douceur, la sagesse, ça fait Mais partie c'est de tes valeurs à toi? Oui, bien sûr. Pour moi, je pense qu'un être, enfin, en tout cas, je mets pas de, vous savez, il n'y a pas de hiérarchie, mais je suis plutôt attiré par les gens doux, bienveillants, bons, que par les gens très intelligents, mais un peu cassants, imbus d'eux-mêmes ou autoritaires. Voilà. Après, chacun est attiré par un type de sensibilité. Puis il y a des gens, au contraire, ils préfèrent des individus très entiers, un peu rugueux. Donc ça dépend vraiment de chacun. Moi, je sais que j'ai besoin de m'entourer. Mes amis sont plutôt des gens qui sont dans l'empathie, la bienveillance, l'écoute, sans doute des choses qui me ressemblent d'ailleurs, hein. Après, C'est ça. je suis plutôt attiré par des gens comme ça. Mais après, je m'intéresse à des gens très différents. Donc oui, rencontrer de temps en temps des personnalités qui vous ressemblent pas du tout, qui vous déstabilisent un peu, c'est passionnant. On n'en fait pas forcément des amis intimes. Alors, une question, on va bientôt s'arrêter, une question qui est peut-être un petit peu plus, voilà, qui peut bousculer un petit peu les croyances de chacun. Est-ce que toi, de ton regard, les vies antérieures existent? Est-ce que tu crois, toi, à ça? On a parlé de l'âme de toute façon. Est-ce qu'on peut dissocier la croyance d'une âme et qu'il n'y aurait rien eu avant si on estime qu'il y a potentiellement il y a quelque chose après? Débrouille-toi avec cette question encore à tiroir, mais voilà, est-ce que tu crois à ça? Oui, j'ai dit tout à l'heure que j'avais l'intime conviction que la conscience peut se séparer du corps. Donc, il y a des fortes chances que la conscience a préexisté au corps. Si elle peut continuer d'exister après, c'est pas, il y a peu de chances que cette incarnation soit notre première vie. Ouais. Donc, il y a des fortes chances que la conscience ait préexisté. Alors après, est-ce qu'elle a existé sur Terre? Peut-être, mais elle peut exister ailleurs. Il peut y avoir des consciences, l'univers est infiniment vaste, dans des états d'ailleurs qui peuvent être au-delà de l'espace-temps, hein. Et donc à ce moment-là, j'imagine que la conscience mène un immense chemin
et que à un moment donné, elle peut s'incarner dans un corps sur Terre. Voilà, c'est ce à quoi je crois. Alors après, sur les vies antérieures, plus concrètement, je pense qu'on a tous plus ou moins des mémoires qui peuvent s'apparenter à des mémoires de vie antérieure. Mais Jung, là-dessus, est très Oui, prudent, oui, puisqu'il nous dit, c'est l'inventeur de l'inconscient collectif, Jung. Hein, c'est lui qui a compris qu'on héritait d'un tas de symboles d'événements psychiques de gens qui ont vécu avant nous. Mais il nous dit, attention, c'est pas nous qui avons vécu tout ça. Ce sont nos ancêtres, etc. Donc, notre inconscient est peuplé de choses, d'histoires, de ressentis, de peurs, d'émotions, de gens qui ont vécu avant nous. Et donc, il ne faut pas prendre ça forcément pour ses propres vies antérieures. Voilà, donc il était très prudent sur cette question et je crois qu'il a raison. Là-dessus, donc, c'est pas parce que de temps en temps j'ai une réminiscence, je me dis je connais déjà ce lieu, que c'est moi qui l'ai vécu forcément dans une vie antérieure. Ça ne veut pas dire que les vies antérieures n'existent pas, mais je dis soyons prudents, ça peut être de l'inconscient collectif. Et donc là-dessus, je reste très ouvert. Et puis encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je répondrai un peu mieux à votre question après ma mort. Donc je reviendrai vous visiter pour vous dire si la réincarnation existe ou pas. Mais il est probable, oui, je pense qu'on puisse se réincarner, mais pas forcément sur cette terre. Ça peut être de toute autre manière. c'est vraiment intéressant ce que tu nommes. Mais nous qui pratiquons l'hypnose ici avec Séverine, pardon, on est prudent justement avec tout ce que veut bien révéler l'inconscient. On parle souvent aussi des faux souvenirs. Il peut y avoir une espèce d'arrangement interne pour confirmer ce que la personne a tout à fait envie de croire. Et donc l'inconscient est magnifique. Il est capable d'inventer des trucs Tout à ou de se fait. raconter des Il faut être histoires. très prudent. Ouais, il faut être très prudent. Et donc, moi, là-dessus, je reste un peu philosophe, Hmm, c'est-à-dire que je suspends mon jugement. Je me dis pourquoi pas, mais à voir. c'est ça. Écoute, on a bien bossé ce soir. Je sais pas ce que tu en Ah oui, oui, penses. oui, je pense qu'on peut aller se reposer, là. On peut aller dîner. On a tout donné. Évidemment, cet ouvrage, je ne peux que vous le recommander. C'est rare que je lise un bouquin, hein. En général, je lis une vingtaine de livres en même temps, plutôt à l'envers d'ailleurs. J'ai dû vivre dans d'autres pays un peu plus au chaud qu'ici avant. C'est un des rares que j'ai vraiment réussi, j'ai dévoré avec beaucoup de passion. Encore une fois, j'étais au calme, effectivement, à la tranquillité des vagues des Caraïbes. C'était un vrai bonheur pour moi de le lire là-bas. Je suis passé pour l'intello de la plage. Bah, écoute, grâce à toi. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Les amis, que vous soyez vraiment un lecteur en attente de découvrir ce personnage. Il y a beaucoup de thérapeutes sur cette chaîne. Je sais que ça va extrêmement vous intéresser. Tu as dit dans d'autres interviews, j'ai lu que, et tu l'as dit là d'ailleurs, que Jung n'est pas forcément facile à lire, si ce n'est peut-être que ma vie, Oui, visiblement, qui a l'air son d'être assez autobiographie. simple. Tu confirmes ça? Donc Et si, c'est son ouvrage le plus accessible. Parce que c'est pas lui qui l'a écrit, c'est son assistante qui a recueilli ses propos et qui a très très bien réécrit tout ça. Et donc c'est un livre passionnant que j'ai lu à 16 ans où il raconte sa vie, ses grandes découvertes, etc. Donc c'est effectivement, s'il y a un livre à lire de Jung, c'est d'abord celui-là. après le tien, bien évidemment. Est-ce que tu as Oui, le livre rouge ou avant? Est-ce que tu as le livre rouge dans ta bibliothèque? oui, bah oui, on me l'a offert quand il est sorti et c'est magnifique parce que c'est un livre extraordinaire. Il a écrit ça pendant plus de 10 ans. C'est un livre calligraphié, c'est-à-dire qu'il l'a écrit de manière gothique et c'est très très beau. Il a fait des peintures dedans, des mandalas, voilà, c'est extraordinaire. Donc c'est une œuvre artistique voilà exceptionnelle. C'est comme un livre sorti du Moyen Âge, quoi. C'est un livre on dirait que c'est un moine copiste qui a fait ça pendant toute sa vie. Donc, c'est un des nombreux talents de Jung que cette dimension artistique est très, très belle. Mais merci, en tout cas, je voulais juste pour conclure, vous dire merci aussi à vous hein, d'être présent pour votre accueil, merci pour votre écoute. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur et surtout devenez vous-même comme Jung nous le propose à travers ce voyage vers soi. Merci beaucoup. Merci infiniment, Frédéric. Passe une bonne fin de soirée. À très bientôt. Merci encore.